Alors hier, Apple a diffusé sa keynote, sa présentation de ses nouveaux produits qu'ils vont sortir dans quelques semaines, et il y a eu quelques passages qui ont particulièrement attiré mon attention. Le premier, le voici. Imagine a future where one day machine learning will give you the power to track your sleep. Et il y a eu celui-là. The Neural Engine for Machine Learning, which comes to our most popular iPad for the very first time. Et aussi celui-là. Makes iPad Air much more powerful for machine learning. Alors on voit bien que de plus en plus Apple place le machine learning au cœur de ses produits, et justement c'est pour ça que j'ai décidé de faire une étude de cas particulièrement sur Apple et leur façon d'utiliser le machine learning. En fait, peu de gens voient comment Apple utilise ce domaine-là autre que Siri, et en fait il y a plein d'autres services, plein d'autres fonctionnalités qui sont vraiment basées sur le machine learning. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir également quelle va être la stratégie d'Apple qui est complètement à contre-courant de celle de Google par exemple. Et enfin, on va voir en fait comment Apple arrive à concilier avancée en machine learning et vie privée. On sait bien qu'Apple place la vie privée vraiment au cœur de ses produits, mais justement, est-ce que c'est possible de faire ça si on veut faire du machine learning ? Alors vous allez avoir les réponses à toutes ces questions dans quelques instants, mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Alors on a souvent du mal à voir comment Apple utilise le machine learning dans leurs produits, et pourtant il est de plus en plus présent. Alors effectivement, il a commencé avec Siri en 2011, l'assistant connecté. En fait, ils ont pu l'intégrer dans leur iPhone 4S, on se rappelle à l'époque, en ayant acheté au préalable une startup qui était vraiment focalisée sur les assistants connectés. 3 ans plus tard, en 2014, Siri change complètement et en fait intègre un réseau neuronal. Justement, c'est comme ça qu'il va pouvoir s'améliorer et pouvoir être bien plus précis. Les réseaux neuronaux, celui-ci a été développé par Apple et non pas par la startup. Apple a commencé donc vraiment à se lancer dans les assistants connectés. Malgré malheureusement pas mal de déboires, effectivement, on voit que Siri n'est pas au top, contrairement à Alexa par exemple d'Amazon ou Google Assistant. On voit que quand même Apple a persisté à utiliser le machine learning dans d'autres services. Alors on a par exemple les suggestions d'applications à utiliser au fur et à mesure de la journée. On voit également la prédiction du texte. Lorsque vous tapez sur votre clavier, vous avez en haut une barre de suggestion de mots qui fonctionne plutôt pas mal. Vous avez ensuite les fameux itinéraires que vous pouvez retrouver sur l'appli Plan par exemple de Google. Et en fait, depuis iOS 14, c'est vraiment cette nouvelle mise à jour qui va apparaître dans les produits Apple si ce n'est pas déjà fait. Ils ont justement développé encore plus de services en machine learning. Alors on a par exemple leur application de traduction qu'ils ont développé eux-mêmes et qui fonctionne vraiment et qui peut fonctionner en mode hors ligne. Donc ça c'est très puissant par rapport à Google Traduction qui a un peu plus de mal. On a également la reconnaissance d'écriture. Alors quand vous écrivez à la main, c'est-à-dire ou avec l'Apple Pencil, leur stylet Apple, lorsque vous écrivez à la main, en fait, ça va arriver à comprendre ce que vous écrivez et donc vous allez pouvoir par exemple sélectionner votre texte, mais aussi chercher dans vos notes écrites à la main, justement chercher des mots qui sont importants. Il y a aussi une petite fonctionnalité qui est utile dans ces moments-là, justement avec le lavage des mains. Les Apple Watch reconnaissent automatiquement quand vous lavez les mains et donc ils sont capables de vous dire laver un peu plus longtemps justement pour bien être sûr de se laver les mains correctement. Et ensuite on a par exemple aussi la reconnaissance faciale quand quelqu'un arrive devant votre porte. Enfin bref, on voit qu'en fait après Siri, il y a de plus en plus de services qui se sont développés, qui utilisent le machine learning. Alors encore une fois, l'exemple vraiment de l'Apple Pencil est vraiment important puisque quand il est sorti, en fait il y avait un problème, c'est que, justement ils ont anticipé ce problème, mais le problème qu'on aurait pu penser, c'est que quand on écrit justement avec ce stylet et que la main se pose sur l'écran, et l'écran va réagir en fonction de la main qui est posée sur l'écran quand on la pose pour écrire. Sauf que du coup, ils ont dû entraîner des modèles de machine learning pour détecter ce contact avec la main, pour le différencier du contact avec le stylo. Et justement, ça leur permet ça permet aux appareils connectés de ne pas prendre en compte la main et donc de prendre en compte que le stylo.
Donc c'est pour ça que par exemple sur les iPads, on arrive vraiment à écrire comme sur du papier. On pose notre main, on écrit avec l'Apple Pencil et il y a ça marche en fait vraiment bien, ça fait vraiment comme si on écrivait au stylo. Donc là on voit qu'il y a vraiment de plus en plus de services qui se lancent chez Apple en machine learning, mais justement quelle est la stratégie derrière tous ces services, quel est vraiment le mot d'ordre à respecter chez Apple? Réponse tout de suite. Alors la stratégie d'Apple en machine learning fonctionne vraiment à contre-courant des autres entreprises. En fait, contrairement à d'autres entreprises, Apple ne va pas utiliser le machine learning pour dire de l'utiliser, mais plutôt pour améliorer une idée qu'ils ont déjà. En fait, Craig Federighi, donc le Senior Vice President de l'ingénierie logicielle, a dit que le machine learning vraiment permet à Apple d'aller plus loin dans leurs services, de les améliorer, mais n'est pas en fait vraiment un prérequis pour chaque service. C'est-à-dire que si un service peut fonctionner sans machine learning, eh ben tant mieux, mais si on peut utiliser le machine learning pour améliorer le service, ils vont le faire aussi. Donc là on voit vraiment la différence par exemple avec d'autres entreprises comme par exemple Facebook ou Amazon qui fonctionnent vraiment presque basées sur le machine learning. Et donc on voit que parfois ça peut faire un peu peur parce qu'on a l'impression que nos moindres faits et gestes sur ces sites sont épiés. Contrairement à ces entreprises, mais aussi à Google, Apple ne s'investit pas beaucoup dans les recherches à diffuser vraiment au grand public. En fait, Google, par exemple, ils ont vraiment une entité recherche, un département recherche, et ils vont faire des recherches, ils vont publier des papiers scientifiques qu'ils vont publier dans les magazines scientifiques, dans les revues, et justement pour diffuser au maximum leurs recherches. Et donc ça attire d'autres chercheurs, etc. Et c'est pour ça que Google, quand même, a les gens les plus talentueux en machine learning. Ça attire vraiment de nombreux talents de voir qui sont focalisés et très orientés recherche et innovation. Apple, lui, justement, a décidé de ne pas fonctionner comme ça. Il va plus fonctionner sur le produit final. Quel va être le rendu final de cette technologie en machine learning? Donc certes, ils se sont lancés récemment un peu plus dans les recherches, mais ils sont quand même beaucoup plus axés sur « Ok, on va faire des recherches, on va innover pour, à la fin, obtenir un rendu, un produit final qui va être utilisable par des millions de personnes. » Et là, on voit vraiment la différence avec, par exemple, Google ou Amazon, Facebook, que Apple vraiment privilégie le produit final plutôt que la simple innovation technologique. En fait, on remarque aussi que le chef de l'intelligence artificielle chez Apple dit que vraiment l'objectif c'est d'apporter le meilleur du machine learning à ces millions d'utilisateurs. Ce n'est pas d'apporter simplement du machine learning pour dire mon service est intelligent, le but c'est d'apporter le meilleur du machine learning à tous ces utilisateurs. Alors petite anecdote, en fait ce chef de l'intelligence artificielle était un ancien de Google qui justement aussi supervisait l'entité intelligence artificielle de cette entreprise, donc on voit quand même que la personne s'y connaît, mais en tout cas il a voulu rejoindre Apple sans doute pour avoir un aspect plus lié justement à cette vision orientée produit que simplement recherche. On voit qu'aussi Apple a développé sa stratégie en permettant à un grand nombre de développeurs d'utiliser du machine learning dans leurs applications de la manière la plus simple possible, même s'ils ne s'y connaissent pas forcément en machine learning. Alors ils ont mis au point la librairie par exemple Core ML qui permet en fait à chaque développeur d'intégrer du machine learning dans leurs produits de manière très simple, d'utiliser des fonctionnalités par exemple de PyTorch ou TensorFlow qui sont des packages de machine learning très utilisés. Et en fait tout ceci ça va permettre à un grand nombre de personnes d'accéder à cette technologie puissante et de vraiment toucher un maximum de monde. Mais justement, quand on y pense, Apple se revendique vraiment comme une entreprise qui protège la vie privée, qui la place au centre de tous ses services. Et donc justement, tous ces services, toutes ces fonctionnalités de machine learning fonctionnent sur une intelligence artificielle qui est intégrée dans les produits. Il n'y a pas de communication sur les serveurs. Et donc justement, on peut se poser la question, est-ce que ça permet quand même d'avoir du machine learning puissant si on privilégie beaucoup trop la vie privée?
Alors là encore, Apple fonctionne vraiment à contre-courant par rapport à Google ou Facebook, qui vraiment privilégie cette collection de données qui est toujours de plus en plus grande. En fait, Apple, eux, ils vont vraiment axer tous leurs produits et services sur cette vie privée, et c'est ça en fait qui va aussi les différencier des autres entreprises. Alors justement, concrètement, comment ils font ? Premièrement, tout se fait sur l'appareil connecté, sur le téléphone, la tablette, sur la montre. En fait, ils disent que ça permet justement ça a de nombreux avantages. Le premier, c'est que ça leur permet d'avoir peu de latence entre la demande qui est faite par l'utilisateur et le rendu par l'algorithme, la prédiction par exemple, fournie par cet algorithme de machine learning. En fait, il faut se dire que par exemple, quand vous utilisez Google Maps, pour l'itinéraire, ça va aller chercher dans le serveur va mouliner et vous avez ensuite la réponse. Donc là, les temps sont assez rapides, mais admettons qu'on utilise une intelligence artificielle dans tout ce qui va être appareil photo, par exemple pour identifier les visages. Et bien si à chaque fois que vous allumez l'appareil photo, ça doit communiquer chaque image à un serveur qui lui en échange analyse l'image, retourne s'il y a un visage ou non, on voit que ça peut vite devenir lent, ça consomme énormément la batterie. Et donc c'est pour ça qu'Apple a décidé de le faire vraiment dans l'appareil. Il y a une puce qui tourne pour faire du machine learning en temps réel. Donc peu de latence, et ils disent que c'est pas forcément mieux justement d'avoir du machine learning sur serveur. Le machine learning sur serveur n'est pas forcément plus performant que celui qui est sur la puce. Donc ça c'est important à savoir. Et justement ça respecte encore plus cette idée de vie privée parce que vos données ne transitent pas sur un serveur. Admettons que vous souhaitiez chercher, c'est par exemple rechercher un message que vous avez reçu avec des mots-clés. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est vous tapez sur la barre de recherche et donc ça vous trouve le message, mais du coup c'est fait au sein de l'appareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un serveur qui va analyser tous vos messages pour en ressortir le message important. Donc là on voit vraiment l'importance de faire ça sur l'appareil technologique directement. Les serveurs, on peut s'en passer quand même assez facilement. Et aussi, l'autre aspect de cette vie privée, c'est qu'en fait, on va avoir un minimum de données qui vont être stockées. Apple dit qu'en fait, seules les données qui sont vraiment essentielles sont récupérées. Ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup de données des utilisateurs parce qu'ils disent qu'ils utilisent beaucoup de datasets qui sont publics, qu'on peut trouver en ligne. Et ils disent que si jamais il y a des données qui sont récupérées parce qu'il y a besoin de les utiliser, eh ben, ils vont utiliser des techniques comme par exemple le consentement informé, c'est-à-dire que l'utilisateur est au courant qu'il donne ces données à Apple. Donc des fois, c'est assez caché dans les réglages, mais en tout cas, c'est quand même un peu plus clair que par exemple chez Google. Et Apple essaye quand même d'anonymiser au maximum les données récupérées, donc avec des techniques mathématiques pour ajouter du bruit dans les données et donc les rendre moins identifiables. L'algorithme va être capable quand même de détecter les tendances dans les données, mais un humain ne pourra pas retrouver en fait l'utilisateur à qui les données appartiennent. Pas de mention d'un identifiant quelconque, tout est vraiment anonymisé, et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à vraiment privilégier cet aspect de vie privée. Justement, il y a eu récemment un problème de vie privée quand on a appris que des enregistrements qui étaient faits par Siri étaient envoyés de vraies personnes qui étaient en charge d'analyser la requête de l'utilisateur. Apple a vite réagi par rapport à ça et a changé des réglages qui ont été faits, qui étaient par défaut par exemple, mais en tous les cas, la polémique a quand même été là. Donc on voit bien que l'exemple d'Apple est quand même assez intéressant, machine learning, ils ont vraiment une démarche qui est complètement différente de celle d'autres entreprises. Donc justement, que peut-on tirer de cet exemple d'application du machine learning ? Alors cet exemple d'Apple avec le machine learning est vraiment très révélateur parce qu'il montre que le machine learning s'immisce de plus en plus dans nos vies. Il peut vraiment améliorer des fonctionnalités qui sont parfois utiles, qui fonctionnent parfois sur le machine learning mais qui peuvent être grandement améliorées. On voit qu'il existe vraiment plusieurs stratégies possibles pour des entreprises quand elles veulent utiliser l'intelligence artificielle, soit faire le plus de machine learning possible, développer un maximum de fonctionnalités, voir ce qui marche pas, ou alors avoir d'abord l'idée et ensuite voir si le machine learning peut résoudre le problème ou non. Donc c'est ce que Apple a décidé de faire. On voit également cette importance de garder la vie privée au cœur de ses services.
En fait, les gens ont vraiment peur de tout ce qui est intelligence artificielle par rapport à cette perte de vie privée. Donc c'est important de communiquer là-dessus en utilisant par exemple des modèles qui sont entraînés avec le minimum de données des utilisateurs et un maximum de données qui sont publiques. On voit cette importance aussi d'anonymiser les données et de vraiment privilégier tout ce qui va être directement sur le produit pour avoir vraiment des algorithmes de machine learning qui répondent rapidement et sans latence. Donc voilà, si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Et ensuite, si vous voulez avoir d'autres décryptages des actualités comme cette vidéo-là, je vous invite à rejoindre ma liste d'emails privés. J'envoie 2 emails par semaine, le lundi et le vendredi à 9 h. Et dans ces emails, justement, je parle d'un décryptage de l'actualité, mais aussi de conseils et d'astuces en machine learning pour vous lancer si ce n'est pas déjà fait. Allez, moi je vous dis à très vite dans le prochain email.